Hérodote.net, Richard Schrander. Les Francs se sont emparés de la ville de Soissons en 486. Et ils se partagèrent le butin. Mais l'évêque demanda au roi Clovis de lui restituer un vase. Clovis fit déposer le butin au milieu de ses soldats et dit « Je vous prie, mes braves guerriers, de bien vouloir m'accorder au moins le vase que voilà, en dehors de ma part. » À ces mots, les plus sensés répondirent « Glorieux roi, tout ce que nous voyons ici est à toi. » Comme ils avaient parlé, l'un des soldats, léger, jaloux, emporté, éleva la voix, brandit sa hache à 2 tranchants et frappa le vase en disant « Tu n'auras que ce qui te sera donné véritablement par le sort. » Tous restèrent stupéfaits, mais le roi comprima l'outrage avec une patiente douceur, gardant la blessure cachée dans son cœur. Un an s'étant passé, il fit assembler toute sa troupe en appareil militaire, chacun devant montrer ses armes entretenues. Comme il s'apprêtait à faire le tour des rangs, il vint à celui qui avait frappé le vase, et lui dit « Personne n'a d'armes aussi mal tenues que les tiennes. Ta lance, ton épée, ta hache, rien de tout cela n'est en état. » Et saisissant la hache, il la jeta à terre. Le soldat s'inclina alors pour la ramasser. Alors le roi, levant la sienne à 2 mains, la lui enfonça dans le crâne en disant « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Grégoire de Tours, Historia Francorum. Aujourd'hui, sur Hérodote.net, Clovis, roi de l'entre-deux-mondes. Alors j'aurais pu commencer cette émission en parlant directement des Francs, mais ça aurait été un peu facile, c'est vrai, et ça tendrait à soutenir une thèse selon laquelle, en fait, ils auraient été prédestinés à diriger la Gaule. Alors je vais plutôt commencer, vous commencez à me connaître, vous maintenant, par vous brosser un tableau des forces en présence à la fin du IVe siècle de notre ère, en 395, au moment même où l'empereur Théodose va couper en 2 l'Empire et du même coup l'Europe, et précipiter les invasions, ou l'émigration germanique selon les modes d'installation. On est vraiment à une époque charnière, vous me direz toutes les époques sont charnières, mais à un moment où tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Alors ce découpage n'est pas une lubie, il s'agit bien là de chercher en fait à mieux diriger les armées sur un front qui est devenu totalement ingérable, qui va de l'Angleterre actuelle au sud de l'Égypte. La Gaule méridionale, elle, qui est plus riche en fait, va devenir plus importante que celle du Nord, et c'est une vraie frontière qui va désormais délimiter les 2 parties. Comme à cette époque, le christianisme en fait est devenu une véritable puissance en tant que religion dominante, on va délimiter les 2 empires en prétoires et diviser les prétoires en diocèses. Pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, bien sûr, le prétoire des Gaules, il y a 4 diocèses. Le diocèse des Bretagnes, l'actuelle Angleterre, les Gaules, le diocèse des Gaules, des Pays-Bas actuels a une ligne qui va de Nantes à Vienne, Vienne en France, ville non incluse, le diocèse de Viennoise, 3e diocèse, qui va de Vienne, la ville de Vienne, donc, aux Pyrénées, et celui des Espagnes, l'Espagne actuelle, le Portugal, le nord de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Voilà, alors le tableau est planté en ce qui concerne les délimitations géographiques, mais on va maintenant changer de décor. Et on va franchir le Rhin, qui est une frontière naturelle de la romanisation, que les troupes romaines, en fait, ont traversé pour la dernière fois en 393. C'était il y a peu de temps. Rappelez-vous, si vous avez vu le film Gladiator, rappelez-vous le début du film. Et enfonçons-nous dans les forêts, dans les marécages, pour découvrir ces fameux peuples germaniques. En fait, ce sont des tourbillons de tribus, il ne faut pas imaginer d'immenses nations. Toutes ces tribus sont plus hostiles les unes que les autres. On va mettre à part les 2 grands adversaires du moment, les Goths et les Francs. Alors pourquoi déjà les germaniques ? D'où viendrait cette expression ? En fait, ce sont des peuples de langue indo-européenne, comme nous, qui ont été découverts par les Romains, mais que les Romains ont découverts après les Gaulois. Donc, ils les ont appelés frères, sous-entendu, ce sont aussi des Celtes, dont font partie les Gaulois. En latin, frère se dit Germani, les germaniques. Voilà l'explication la plus plausible, la plus logique, la plus souvent entendue. Alors, en ce qui concerne ces fameuses tribus, il s'agit la plupart du temps de groupes de familles plutôt larges qui se sont toutes même dotées d'un ancêtre commun et surtout, très important, on garde dans la mémoire les noms des fondateurs et leurs descendants.
La première forme de littérature germanique, par voie de conséquence, c'est la généalogie, qui est apprise par cœur parce qu'elle permet de savoir qui on est et d'où on vient. Alors ces groupes sont dirigés par un chef de guerre qui est élu, et ça c'est important, en fonction de ses qualités de bravoure et de tactique. Il considère en fait que seul est seigneur, celui qui sait se battre. Dans cette société, quiconque travaille de ses mains n'est qu'un esclave. Les sociétés germaniques sont donc formées en général de nobles, de libres et d'esclaves. Il arrive très souvent, d'ailleurs, que le chef adopte de jeunes guerriers qui vont, lui, vouer leur vie au combat. C'est comme ça que vont se former des suites armées, on dirait aujourd'hui des gorilles, des gardes du corps, en fait, qui vont protéger le vieux se disant seigneur en latin, vous savez, et qui va donner seigneur en français. Et le sang versé, qui va être versé en commun, tous ensemble, au combat, va les souder encore plus, va souder ces communautés. De fait, un même peuple peut tantôt voir augmenter le nombre de ses membres grâce au prestige de son chef. Vous voyez, plus le chef a de prestige, plus on va le rejoindre. Tantôt se couper en deux, voire même en 3 branches qui vont prendre des directions différentes de migration. Or, ce système de vie, ce système de mise en communauté, les Romains ne comprennent absolument rien à ces mouvements. Ils croyaient avoir complètement écrasé plusieurs peuples, massacré leurs hommes, emmené leurs femmes et leurs enfants en esclavage, et voilà que quelques années plus tard, le même groupe réapparaît. Vous imaginez ce qu'ils devaient penser? Du coup, la Germanie, c'était un inépuisable réservoir d'hommes pour eux. Ces sociétés, ces petites sociétés, n'ont ni État, ni institutions civiles telles qu'on les connaît, en dehors de celles de la famille au sens large. Ce ne sont pas des nations, comme je disais tout à l'heure, elles n'ont pas de véritable patrie. L'institution de base, c'est l'armée. L'armée qui tire sa force non seulement du compagnonnage militaire, autour du chef, là on revient au comitatus romain, on est à peu près dans la même logique, mais aussi, et là c'est extrêmement important, de la conception religieuse. Le monde germanique est dominé par les dieux qui fixent d'avance le destin des hommes. Wotan, qui est le dieu de la magie, le dieu le plus important, possède littéralement celui auquel il va donner la victoire. Celui-ci, le chef donc, est quasiment sacré, tabou, intouchable. S'il est tué au combat, c'est alors la preuve qu'il a été abandonné par les dieux ou choisi par le Valhalla, le paradis germanique. La mort du chef, c'est à ce moment-là le signal de la débandade pour le peuple qui admirait ses vertus de guerrier invincible, et il était invincible parce qu'il était habité par le dieu. Ces peuples n'étaient d'ailleurs pas nombreux, et quand les Visigoths se sont implantés en Aquitaine en 418, ils étaient environ 20 000 guerriers. Alors avec les femmes, les enfants, les esclaves, on arrivait à peu près à environ 100 000 personnes. En 436, les Burgondes que les Romains ont fixés en Savoie, pareil, devaient atteindre à peu près le même chiffre. C'est pareil pour les Francs qui colonisaient à la même époque l'actuelle Belgique, atteignaient maximum 100 000 individus. Tout comme les Ostrogoths, quand ils arrivèrent en Italie en 488. On est donc toujours à peu près sur ce chiffre d'environ 100 000 personnes qui caractérisent les grandes formations germaniques. On est quand même loin des chiffres estimés des populations locales. On va dire que la proportion des nouveaux venus, ça devait évoluer entre 2 à 5% des locaux, des provinciaux. On est drôlement loin d'un raz-de-marée qu'on peut lire dans la plupart des textes, d'un raz-de-marée démographique. Alors il existe quand même une exception, celle de la grande invasion des Goths en Italie en 406, où là les estimations oscillent aujourd'hui entre 100 000 et 400 000 personnes. Mais en fait, le fait demeure que les témoins nous les décrivent, ces barbares, parce qu'ils ne parlent pas la langue, ces barbares, ils nous les décrivent comme des torrents dévastateurs. Il y a quand même eu un choc psychologique extrêmement violent, extrêmement important, sinon démographique. Notamment les Romains restaient frappés par la haute taille des barbares. Je vais vous donner un exemple. Un extrait de lettre traduite qui a été envoyé au sénateur Catulinus par Sidoine Apollinaire, l'évêque de Clermont. « Pourquoi me demandes-tu de composer, en serais-je même capable, un poème en l'honneur de Vénus, amie des champs Fescennins, quand je vis au milieu de hordes chevelues, que j'ai à supporter leur langage germanique et à louer un continent malgré mon humeur noire, les chansons du Burgonde gavé qui s'enduit les cheveux de beurre rance. Veux-tu que je te dise ce qui brise l'inspiration ? Mise en déroute par les plectres barbares,
Thalie méprise les vers de 6 pieds depuis qu'elle voit des protecteurs qui en ont 7. Heureux tes yeux et tes oreilles, heureux aussi ton nez, toi qui n'as pas à subir l'odeur de l'ail ou de l'oignon infect que renvoient dès le petit matin des préparations culinaires, toi qui n'es pas assailli avant même le lever du jour, comme si tu étais leur vieux grand-père ou le mari de leur nourrice, par une foule de géants si nombreux et si grands qu'à peine les contiendrait la cuisine d'Alcinous. Mais déjà Mamuse se tait et retient les rênes après ce badinage de quelques endécasyllabes, de peur qu'on les appelle encore une satire. Vous pouvez lire ce texte en entier, d'ailleurs, dans l'ouvrage de Richer et Tête, texte et documents d'histoire du Moyen-Âge, au 5e et 10e siècle. Alors, sur les bouches du Danube et du Rhin, se trouvaient, à l'aube de ce 5e siècle naissant, 2 peuples dont la lutte ne pouvait trouver d'issue qu'en Gaule. Les Goths et les Francs, je l'ai dit tout à l'heure. C'était déjà vrai avec l'empire de César et ses successeurs. La Gaule va devenir, pour le Moyen-Âge, pour l'Europe médiévale, un levier. Je reviens à César, au moment de l'invasion, au moment de la guerre des Gaules. Il n'y a pas ce choc psychologique, il n'y a pas ce choc démographique, il n'y a pas ce choc de culture. À ce point-là, les Gaulois et les Romains se connaissaient, travaillaient ensemble, ils faisaient du commerce ensemble. Là, on est dans un monde, dans un choc de culture profond, violent, très important. Il faut vraiment voir que là, on est dans une époque où un monde entier bascule, complètement, littéralement. Quand on relit ce texte, qui est plus long que ça, là je vous en ai lu un extrait, quand on le relit, c'est incroyable comme on peut imaginer. Alors évidemment, il est romain, il est riche, évidemment il a un parti pris. Mais le choc est violent. Alors selon que les Germains orientaux, les Goths, vont l'emporter, ou les Occidentaux, les Francs, eh bien la face de l'Empire romain d'Occident va en être changée. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'enjeu dont on est en train de parler et qui existait à l'époque. Les Goths sont ariens avec un i. Les Francs, eux, sont restés païens. Et c'est sur ce point extrêmement important. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Clovis, on ne comprend pas le Moyen-Âge et on ne comprend pas ce qui va suivre. C'est sur ce point extrêmement important, et beaucoup plus qu'il en a l'air aujourd'hui, que vont s'expliquer les visions opposées, c'est un euphémisme, entre les Goths et Clovis. Parce que l'axe politique induit est marqué pour le premier, pour le Goth, d'une ambiguïté profonde, tandis que les seconds, les Francs, vont rester immuablement fidèles à Rome. Alors je dis arien. L'arianisme, c'est quoi? L'arianisme avec un i. C'est un courant de pensée à l'époque, des débuts du christianisme, dont le point central, c'est pas simple. Vous allez voir. Prenez un instant pour comprendre, dont le point central est la nature de la Trinité chrétienne et des positions respectives des concepts de Dieu le Père et de son Fils Jésus. L'arianisme, lui, défend, en fait, pour faire clair, la position selon laquelle la divinité du Très-Haut est supérieure à celle de son Fils fait homme. Dieu est donc plus important que son Fils. Les ariens, toujours avec un i, adopte le point de vue donc d'Origène, selon lequel le Fils n'est pas de la même substance que Dieu, lequel est incréé et intemporel. Si le Fils témoigne de Dieu, il n'est donc pas Dieu. Si le Fils a une position divine, elle est donc de moindre importance que celle du Père. Arius, qui était un prêtre égyptien, et père donc de l'arianisme, le Père, donc Dieu, seul est éternel. Le Fils et l'Esprit ont été créés. Voilà la position de l'arianisme. Or, l'empereur Constantin, en 325, au concile de Nicée, lui, avait fait juger les idées d'Arius. On ne va pas entrer dans les détails, mais en fait, pour être clair, pour bien comprendre, c'est en fait à la base une querelle de langue et de traduction entre le latin et le grec qui n'intègre pas de la même façon l'idée de consubstantialité. Alors Constantin va chasser les idées ariennes de l'Empire, il les fait même disparaître, et voilà que les Goths, en revenant, dès leur percée, les y réintroduisent, par la force, non pas des baïonnettes cette fois, mais des haches, des glaives et des persécutions. Les Francs maintenant. Sans contestation aucune, c'est sur la rive droite du Rhin qu'on trouve les premières traces des Francs.
Ils sont déjà différents des autres peuples germaniques du fait qu'ils n'ont pas eu, eux, à parcourir des milliers de kilomètres, en fait, depuis leur terre d'origine. Ils entrent dans l'histoire au IIIe siècle de notre ère. Ils sont donc très jeunes, si vous me passez l'expression. Et Francus signifierait libre, sous-entendu, hors domination romaine. Mais c'est une explication qui est souvent mise en avant, mais qui me paraît peu crédible, qui me paraît postérieure. En revanche, la langue scandinave, le vieux norrois, comporte lui un terme, frekker, qui veut dire hardi, courageux, intrépide, qui à mon sens correspondrait mieux au terme ethnique. Au fond, les Francs, ce sont les féroces. Et comme ils ont très tôt voulu pénétrer l'Empire, de nombreux généraux francs servaient dans l'armée romaine. Ils étaient alors le seul peuple dans ce cas, et ça explique pourquoi ils sont restés, eux, fidèles à Rome, et ont gardé la frontière pendant un siècle. Ils sont donc parfaitement assimilés, ils font partie des hauts fonctionnaires, avec tous les titres et les fonctions des Romains, sans aucune restriction. Et Clovis est dans ce cas-là. Clovis est un général romain. Le choc des cultures dont je parlais tout à l'heure, et qui est fondamental, encore une fois, pour comprendre l'arrivée de Clovis, est un problème que tout général romain doit résoudre. Il n'y fera pas exception. Alors on va revenir un peu au choc proprement dit. Le premier choc des cultures, celui de l'hiver 406. On est au 31 décembre, le Rhin est gelé. Stylicon, général romain, ne peut contenir les infiltrations, qui sont donc facilitées par le gel du fleuve. Les barbares qui poussent aux frontières, vont le traverser. Des Germains et autres barbares en Gaule, les Vandales, les Suèves, les Alains, les Burgondes, qui sont venus de la vallée de la Tisa et de la Silésie, qui sont chassés par les Huns. C'est un peu, comme on dit, l'expression souvent, c'est un chien dans un jeu de quilles. Et les Francs qui défendaient le secteur se font rapidement déborder par le nombre. Worms, Mayence, Cologne, les autres places fortes de la frontière vont être prises et mises à sac, les unes après les autres. Quelques-uns des barbares vont se fixer à la frontière. Les autres ravagent la Gaule pendant 2 ans, puis passent en Espagne en 409. C'est le cas des Suèves et des Vandales. Face aux garnisons, dont les effectifs atteignaient, imaginez, 5500 hommes, ce sont 150 000 hommes qui vont déferler. Un véritable tourbillon à l'intérieur des Gaules. L'Armorique va se soulever, va se déclarer même indépendante. Les Hispano-Romains vont devenir des sujets des Vandales, sans qu'aucun traité de paix n'ait été signé. Et les Vandales vont aller jusqu'en Afrique, où ils vont même entreprendre de convertir de force à l'arianisme, alors que l'Afrique était extrêmement chrétienne. Un chien dans un jeu de quilles, je vous disais tout à l'heure. Restaient donc nos Francs, qui n'avaient pas bougé, et qui, malgré leur formidable résistance, n'avaient pas pu empêcher le passage du Rhin. C'est la question religieuse qui va une fois encore se poser. Dans les années 460, la Gaule va devenir le champ clos de 3 pouvoirs politiques puissants. Les Visigoths, issus des Goths, les plus puissants, les plus importants. Les Burgondes et les Francs. Alors, ironie de l'histoire, en 476, l'empereur Romulus Augustule est déposé par le dernier général romain résidant en Italie, Odoacre, roi barbare. C'est ainsi que va disparaître l'Empire d'Occident. Je dis ironie parce que les fondateurs de Rome, vous le savez, Rémus et Romulus, le dernier empereur est donc Romulus, la boucle est bouclée. En 476, ce sont aussi les grandes vagues, les dernières ou les plus importantes grandes vagues d'invasion qui finissent d'éteindre peu à peu les derniers feux d'un empire d'Occident débordé. Les royaumes Visigoths et Burgondes, les Burgondes qui a donné la Bourgogne, vous l'aurez peut-être compris, étant stable, toute notre attention va zoomer sur les zones instables de la Gaule septentrionale maintenant, où un petit roi succède à son père à l'âge de 15 ans, ce qui est un âge normal, puisque la loi salique des Francs saliens fixait la nubilité des garçons à 14 ans. D'ailleurs, par la suite, il faut savoir que c'est l'âge qui sera fixé pour la majorité des rois de France. Le nom de ce petit roi, c'est Chlodweg, latinisé en Clodovicus, qui va donner Louis par la suite. Bref, il s'agit de Clovis. Clovis arrive au bas de la hiérarchie des décorations romaines. Il est certes roi germanique, mais il n'est que général romain, gouverneur de province comme l'était son père. Il a donc déjà, vous voyez, une double autorité, à la fois militaire et civile. Même s'il est païen, Remi, l'évêque de Reims, va lui adresser un véritable programme politique chrétien, persuadé que, comme son père, il va le respecter. Il va respecter l'Église.
et il remplira toutes ses fonctions, en prenant conseil auprès des évêques. Il lui dit qu'il faudra s'occuper de tous les citoyens, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, les esclaves et les barbares. Ce message est capital à plusieurs points de vue. D'abord, concrètement, il a peur pour son job et il a besoin de confirmation, bien sûr, mais plus important, il fait comme si l'Empire n'était pas tombé, et il fait preuve de tolérance envers ce chef païen. Et on va retrouver ici le fameux épisode du vase de Soissons, avec cette fois la véritable histoire. C'est d'abord au cours de la première opération militaire de Clovis. Vous avez deux rois, ou deux roitelets on dirait aujourd'hui, deux rois en présence, face à face, Syagrius, un Wisigoth, et Clovis, qui vont s'affronter. Clovis est roi des Francs saliens, il va défier Syagrius qui accepte la bataille. Sauf que Clovis n'a pas de troupes suffisantes. Il va faire appeler en renfort un autre chef de clan, Chararic, qui pendant la bataille d'ailleurs va rester à l'écart afin de rallier le vainqueur, ce que Clovis n'oubliera pas. Malgré tout, Clovis remporte une victoire écrasante près de Soissons et met en fuite Syagrius qui va courir se réfugier, lui, à Toulouse, chez Alaric. On reviendra sur Toulouse tout à l'heure. Les survivants vont rallier Clovis. Je vous en parlais tout à l'heure. Le chef qui gagne est celui qu'on doit suivre parce qu'il est à la fois l'élu, mais il est l'incarnation de Dieu. L'occupation du royaume de Syagrius a dû concerner toutes les cités du sud de la Belgique seconde, y compris celle de Reims. Beaucoup d'églises ont été pillées par l'armée de Clovis. N'oublions pas qu'il était encore païen à cette époque. Un vase liturgique, probablement en argent, a été enlevé dans le diocèse de Reims, et oui, le célèbre vase de Soissons venait en réalité de Reims. En revanche, tout le butin, lui, avait bien été réuni à Soissons. Remy, toujours lui, avait envoyé un message, via un messager, pour réclamer la restitution de l'objet. Tout ça est vrai. Et comme le dit bien Grégoire de Tours, dans le passage que je vous ai cité au début, les règles de partage étaient strictes. Clovis va le réclamer, hors part. La majorité de l'armée va approuver effectivement le chef vainqueur. Un soldat va effectivement s'interposer. Le chef franc réussit finalement à obtenir le vase, va le rendre à Remy, qui dans son testament va demander à ce qu'il soit fondu pour en faire un encensoir et un calice gravé de représentation. Le vase devait être, vous comprenez, d'un grand poids et d'une beauté merveilleuse. En tout cas, contrairement à l'histoire racontée, souvent sous la Troisième République, le célèbre vase de Soissons, en réalité de Reims, n'a jamais été cassé, tout au plus cabossé. Il est par contre vrai que par la suite, Clovis va écraser sa hache sur le soldat, et oui, à l'époque, il ne faisait pas bon être dans l'opposition. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la vie de Clovis. 3 émissions ne pourraient pas y suffire, même s'il est mort assez jeune. Cependant, il nous faut nous concentrer maintenant sur les faits marquants, importants, qui ont amené les changements que la Gaule a connus. Le plus important, et encore une fois, me direz-vous, mais à cette époque, à cette période de reconstruction, c'est normal, c'est le problème religieux. Et le problème religieux, tout le monde le sait, quand on aborde Clovis, c'est le baptême. Un baptême qui a lieu entre 496, 499, 506. On n'a pas les dates. On n'a pas la date exacte. Impossible de retrouver la date exacte. Le baptême, le problème du baptême, c'est un problème à la fois de conversion et de baptême proprement dit. C'est 2 événements distincts. L'un qui est intime, l'autre qui est public. Et oui, un baptême, c'est une cérémonie. La cérémonie de Reims, plus tard. La conversion, en elle-même, c'est un processus pour Clovis qui va mettre près de 7 ans. Il y a un long débat personnel où vont s'affronter l'interrogation religieuse et la conservation du pouvoir païen. Cette décision va être en fait accompagnée par les femmes de son entourage. Il ne va pas être seul à décider. Et c'est ça Clovis. Comprendre Clovis, c'est comprendre aussi son entourage, sa femme Clotilde, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais également Geneviève à Paris, d'autres femmes. On dit souvent que derrière les grands hommes, il y a des grandes femmes. Effectivement, c'est son cas à lui. Le baptême, c'est le résultat de conflits religieux entre catholicisme, arianisme et paganisme. Il faut voir que les élites romaines pensaient que les défaites face aux barbares étaient dues à cette époque-là, à cette époque-là, à la suppression des autels de la victoire au Sénat. Pour les Francs, c'est la même chose. Perdre, c'est perdre ses dieux. Pendant ce temps-là, Clotilde, la femme
de Clovis et Geneviève, à Paris, intensifient leur activité. Une activité évangélisatrice. Et oui, Clotilde était chrétienne. On en est là à ce moment-là, quand à l'est, les Alamans donnent l'assaut à la forteresse de Zulpich, Tulpiacum en latin, dont nous avons fait Tolbiac, au sud de Cologne. Sigebert est roi des Rhénans, et il appelle au secours son allié Clovis. Le roi des Francs saliens, habilement, va chercher à contourner les Alamans, pour les couper de leur retraite, et certainement du gros de leurs troupes. On passe de la religion à la guerre, mais vous voyez que c'est très lié. Or, Sigebert est battu si vite que la manœuvre va échouer parce que les Alamans ne sont plus là où Clovis les attend. Et pourtant, le choc entre les deux armées de fantassins a lieu. Des armes de jet d'abord, des corps à corps ensuite, tandis que les deux rois sont à cheval. L'exposition à cette époque est caractéristique des chefs à la vue de leurs troupes. Le combat a été engagé dans des conditions défavorables à Clovis. Son armée est sur le point d'être exterminée. Il a alors une demande. Une démarche d'optique résolument païenne, que je vais vous lire intégralement. Ô Jésus-Christ que Clotilde proclame fils de Dieu vivant, toi qui, dit-on, donne une aide à ceux qui peinent et qui attribue la victoire à ceux qui espèrent en toi, je sollicite dévotement la gloire de ton assistance. Si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis, et si j'expérimente la vertu miraculeuse que le peuple voué à ton nom déclare avoir mise à l'épreuve, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. J'ai en effet invoqué mes dieux, mais comme j'en fais l'expérience, ils se sont abstenus de m'aider. Je crois donc qu'ils ne sont doués d'aucun pouvoir, eux qui ne viennent pas au secours de ceux qui leur obéissent. C'est toi que maintenant j'invoque, c'est en toi que je désire croire, pourvu que je sois arraché à mes adversaires. Toujours dans l'histoire des Francs, l'Historia Francorum de Grégoire de Tours. C'est extrêmement important, parce qu'il sait que s'il perd, il sera déchu du pouvoir, abandonné par les dieux. Il a donc recours au dieu de Clotilde. C'est extrêmement païen, c'est logique. Il fait également le pari de Pascal avant l'heure. Il croit par intérêt. Si tu me donnes la victoire, je t'offre mon baptême. J'ai intérêt à croire. Il se trouve que le roi des Alamans est tué et que la débandade commence, comme je vous ai dit. La mort du roi, c'est la débandade. Les Alamans sont donc abandonnés par leur dieu. Ils font donc leur soumission à Clovis, qui leur laisse la vie sauve, et annexent leur territoire. Mais après ça, problème. Les Francs allaient-ils accepter de substituer Wotan par Jésus-Christ ? Dans le cas inverse, ils auront plutôt tendance à détrôner Clovis. Et tout ça pour ça ? Du coup, il va s'entretenir longuement avec Vaste, un ermite franc converti. Il va le garder près de lui, en plus de Clotilde. C'est alors qu'une fois encore, la guerre va se mettre en faveur de sa conversion. Il est appelé au secours contre les Wisigoths, qui remontaient vers le nord, et il est battu près de Tours. Alors là, c'est la période de doute. Votre Dieu ne sert à rien, dit-il à Clotilde. Et Clotilde continue d'agir en sous-main. Elle fait venir en secret Remy, toujours l'évêque de Reims, qui voit Clovis en secret. Alors pourquoi tous ces secrets ? Comme je vous l'ai dit, Clovis, à ce petit jeu, risque son pouvoir total. Wotan n'était pas remplaçable par Jésus-Christ parce que ce dernier n'appartenait pas à une généalogie de Dieu. Rappelez-vous, la généalogie, c'est ce qui est le plus important pour les germaniques. Il faut vraiment comprendre la bataille des idées à ce moment-là. Utiliser la grille de lecture de l'époque pour comprendre cet événement qui est vital, encore une fois, pour l'Europe. Pour ça, on va faire un peu de catéchisme. Le credo de l'Église, texte soigneusement mis au point lors du concile de Nicée et surtout de Chalcédoine en 451, est le suivant. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant et je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, engendré, non pas créé. Dieu Tout-Puissant, ça parle à Clovis. Mais si selon le dogme de la Trinité, il n'y avait qu'un seul Dieu en 3 personnes, comment le Fils se soit laissé crucifier ?
On dit que Clovis aurait même déclaré « Si j'avais été là avec mes Francs, j'aurais vengé cette injure ». Pour lui, un Dieu qui se laisse crucifier, qui se laisse mourir, c'est inacceptable. Mais Remy va insister sur la toute-puissance de ce Dieu, sur sa force. Sauf que ce pouvoir n'est pas la force militaire ou magique, mais l'amour, celui d'un père qui laisse à son fils toute liberté. C'est extrêmement important ce passage, encore une fois, parce que si Clovis décidait de se convertir au christianisme, il peut tout aussi bien passer dans le camp, basculer dans le camp de l'arianisme. Et là, et surtout quand on sait que sa sœur, sa propre sœur, était arienne. On a donc à ce moment-là un royaume au sud de la Loire, arien, avec les Visigoths, un énorme royaume. Au nord, un royaume sur le point de basculer. Parce que l'arianisme est tentant pour Clovis. Il y a un Dieu supérieur et Jésus-Christ, lui, est inférieur. Et les Visigoths, ariens, eux, persécutent les évêques catholiques. Qui plus est, les rois ariens nomment leurs évêques. Ils sont tout-puissants, ils sont totalitaires. Or, le Dieu qui est amour et liberté n'apporte pas la sécurité du totalitarisme, voyez. Alors, au milieu de tous ces assauts religieux, Clovis va tenter une nouvelle opération en Aquitaine. Pourquoi cet empressement ? D'abord, il y a l'appel au secours des évêques. Ensuite, il y a quand même l'appât du gain. L'appât du gain, pourquoi ? L'appât du gain, c'est le trésor des Visigoths. Le trésor des Visigoths qui serait à Toulouse. Il faut savoir qu'en 410, les Visigoths ont saccagé Rome. Et ils ont ramené avec eux le trésor du temple, qui a déjà été ramené par les Romains. Et dans ce trésor du temple, il y aurait le fameux chandelier à 7 branches, et puis un objet qui fait fantasmer beaucoup de monde encore aujourd'hui, le Graal. Il faut savoir que Toulouse est la dernière destination connue du Graal. Mais laissons là ces affaires. Nouvelle défaite pour Clovis. Ça se gâte, il repasse par Tours, il va passer par Saint-Martin, et là, il va assister à des miracles, des guérisons. Et c'est là qu'il va décider de se faire baptiser, sans délai. Il n'a donc pas été convaincu ni par Geneviève, ni par Clotilde, vaste ou Remy, mais par la preuve. Qu'on ne s'étonne pas après que la relique, le fameux manteau de Saint-Martin, vous savez, la moitié, puisqu'il avait donné l'autre moitié à un pauvre, soit devenue la relique la plus importante du royaume des Francs. Cette cape, ou chape, comme on dit, à l'époque, a été enfermée dans un sanctuaire spécial du palais royal. On l'appellera alors la chapelle. Vous voyez, je vous disais que cette époque est très importante pour la suite. J'ai dit tout à l'heure, Clovis va se faire baptiser sans délai. Sans délai, ça implique quand même que Clovis a hésité, quand on lit entre les lignes. Mais à partir du moment où il a pris cette décision, il le fait savoir par lettre à tous les évêques de Gaule. Restait donc à résoudre le problème de l'attitude des Francs, de ses troupes. Malheureusement pour nous, pas de chance, les sources manquent sur ce point. Grégoire de Tours, lui, expédie l'affaire par avant même qu'il eût pris la parole, la puissance de Dieu l'ayant devancé, tout le peuple s'écria en même temps « Nous rejetons les dieux mortels pour toi, pieux roi, et c'est le Dieu immortel que prêche Remy que nous sommes prêts à suivre. » Un peu facile, me direz-vous, un peu rapide, mais pratique. Ce que nous savons, en revanche, c'est que plus de 3000 hommes furent baptisés en même temps. Le baptême de Clovis, proprement dit, a lieu à Noël, et là, la date, on ne sait pas, entre 496 et 506. C'est un moment important pour notre histoire de France. À partir d'Henri Ier, 500 ans plus tard, tous les rois de France, sauf Louis VI, Henri IV et Louis XVIII, sont sacrés à Reims jusqu'à Charles X. 800 ans de sacre. Alors à ce moment-là, 3 puissances exercent leur domination au sud du royaume de Clovis. Les Visigoths, les Burgondes et les Ostrogoths en Italie. Par un jeu d'alliances tournantes, Clovis va s'allier avec l'empereur d'Orient, qui a très peur des visées expansionnistes des Visigoths et des Ostrogoths. Au printemps 507, il va lancer l'offensive et il affronte l'armée d'Alaric II dans une plaine proche de Poitiers, à Vouillers. Le combat est terrible et les Visigoths se replient après la mort de leur roi. La victoire de Poitiers ouvrait à Clovis la route du Midi.
Son objectif étant bien entendu de s'emparer de Toulouse, je vous disais tout à l'heure, la capitale des Visigoths et du fabuleux trésor d'Alaric que l'on conservait. Tous les objectifs ont été atteints, mais il semble toutefois quand même que la soumission des Gascons fut incomplète et que Clovis va se heurter à la résistance des montagnards dans les Pyrénées. La saison va s'avancer, il va décider de passer l'hiver à Bordeaux et il va organiser la conquête de l'Aquitaine, la Gascogne, le Languedoc, l'Auvergne, le Limousin et enfin tout le sud de la Loire. Clovis va laisser aux Burgondes le soin de conquérir la Provence. Il va avoir soin de leur mettre un contingent franc quand même en renfort et au printemps 508, il va quitter Bordeaux et se diriger vers Tours, après avoir soumis Saintes et Angoulême. Pour les amateurs de polémiques historiques, sachez quand même qu'une longue controverse a eu lieu au siècle dernier, au sujet de l'endroit où Clovis a eu raison d'Alaric en 507. Certains prétendaient que la bataille avait eu lieu à Vouillers et d'autres à Voulon. Alors, vous savez que les lieux de bataille en France sont toujours sujets à caution, très souvent sujets à caution. On parlera certainement, j'espère, d'Alésia très prochainement. D'autres exploits moins glorieux du point de vue militaire que la conquête du royaume wisigoth, mais tout aussi importants politiquement, vont attendre Clovis. Il va se retrouver néanmoins, si non contesté, au sein de son propre royaume, du moins regardé parfois avec quelques condescendance par les roitelets francs, qui vont continuer à gouverner une ou deux tribus ici ou là, et gérer quelques cités ou bourgades de la Belgique seconde. Clovis séparé des titres d'Auguste et de consul, il possédait donc tous les attributs d'un souverain légitime et absolu. Il va considérer comme insultante la présence de ces petits rois qui grignotent son pouvoir, même si c'est symboliquement. Alors il va entreprendre d'unifier pour la première fois son royaume d'une manière si impitoyable et si cruelle que les historiens très favorables à sa cause, comme Grégoire de Tours et plus encore ses hagiographes, en sont extrêmement gênés. Clovis baptisé, Clovis le catholique, se conduit à la fin de son règne comme un véritable barbare. En 509, il décide de prendre Paris quand même pour capitale. Suivant l'exemple de Julien, je vous renvoie à une émission qu'on a faite à ce sujet, au sujet de cet empereur unique. C'est important, c'est la première fois que Paris devient capitale géographique de ce grand pays. En 511, il va s'éteindre, à l'âge de 45 ans. On ne sait pas encore de quoi il est mort, d'autant qu'en plus, on n'a pas retrouvé sa tombe. Alors, comme le veut la coutume franque, malheureusement aujourd'hui, pour nous, son royaume est partagé entre ses 4 fils, et c'est sa femme Clotilde qui va tenir le rôle un peu de médiateur. Elle va tenir comme elle le pourra, finissant même par abandonner toutes les médiations qu'elle pourra faire, et elle finira dans un monastère extrêmement pieuse pour mourir en 548. Il a fallu attendre 558 pour que Clotaire, le plus jeune des fils de Clovis, ne parvienne enfin à réunifier le royaume de son père. Alors, que penser de cet homme qu'on surnomme le premier des rois de France ? Quand même, à tort, ce n'est pas la France. Que penser de cette période ? D'abord, le bonhomme. Il est vrai que c'était un habile négociateur, c'est certain, un excellent général en chef, même s'il a perdu des batailles. Son alliance avant Vouillers avec l'empereur d'Orient manifeste le côté négociateur. Il est chanceux aussi, c'est évident, mais est-ce que tous les grands destins n'ont pas ce petit coup de pouce à chaque fois, ce petit brin de chance qui fait avancer ? Mais surtout, je crois que c'est sa vision politique qui doit être louée aujourd'hui. Il avait en effet accepté l'idée de fusion entre les Germaniques et les Romains. Il est mort trop tôt, c'est vrai, ce qui fait qu'il a fait qu'ébaucher cette unité qui va se terminer en fait au 8e siècle. Mais malgré la lenteur des phénomènes de transformation mentale qu'on peut connaître encore aujourd'hui et sociale, il a pu poser les fondations d'un organisme politique romain et chrétien. Il a semé, on va dire, sans pouvoir récolter encore une fois, il a posé le modèle d'un monde nouveau, vraiment à l'image d'un père fondateur. C'est pour ça que j'ai commencé en disant Clovis, roi de l'entre-deux-mondes. Bon, il est entre deux mondes. Un monde antique qui se termine et un monde médiéval qui va commencer. Évidemment, tout ça c'est un découpage d'historiens. Et c'est Charles le Grand, Carolus Magnus ou Charlemagne, qui va récolter en fait les fruits de tout ce travail. D'ailleurs, il ne va pas s'y tromper, puisqu'il va appeler un de ses fils Clovis.
Retrouvez-nous chaque jour sur notre page Facebook, podcast-hérodote.net, ou sur le site www.hérodote.net. À très vite.